Bonjour à tous, bonjour Salia qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Avec aujourd'hui à l'affiche, Chantal. Kafka sur le rivage, c'est de Haruki Murakami et c'est la mise en scène de Yukio Ninagawa. D'après le roman de Sorge Chalandon, Le quatrième mur, adaptation de Marc Baudin et Julien Bleitrach, dans sa mise en scène de ce dernier, et joué par Julien Bleitrach, et mise en scène donc de Cyril Manetta et de Julien Bleitrach. C'est au Déchargeur. Au Théâtre de Paris, Le malade imaginaire, c'est une mise en scène de Daniel Auteuil. Orphée de Jean Cocteau, mise en scène de César Duminil, et puis donc c'est au Théâtre du Lucernaire avec une pléiade d'acteurs. Le paradoxe des jumeaux. Oui, ce dont je devais vous parler la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Ça, c'est au Théâtre de la Reine Blanche, un texte de Jean-Louis Boer et d'Elisabeth Bouchot, avec Sabine Hautepin, Elisabeth Bouchot et Karim Kadjar. Au Théâtre Rive Gauche, Mademoiselle Molière, c'est un texte de Gérard Savoisien dans la mise en scène d'Arnaud Denis. Maradona, c'est moi, texte Julie Roux, librement inspiré du roman éponyme d'Alessia Dujovnik-Ortiz. Ça se joue au théâtre de Belleville. Alors, Chantal, tu nous parles donc de quelque chose que tu as vu à la Colline, c'est dans la grande salle, je crois. Kafka sur le rivage. C'était en français, c'était avec des... Non, c'était en japonais surtitré en français. Alors c'est le roman d'apprentissage de Haruki Murakami, l'histoire d'un jeune et d'un vieux. Donc Kafka Tamura, c'est un jeune adolescent de 15 ans qui va quitter Tokyo. Il veut repartir chercher, il va à la recherche de sa mère qu'il avait abandonnée lorsqu'il avait 4 ans. Et Nakata, c'est le vieil homme, alors qui est un peu dérangé, un peu simplé, un peu idiot, qui ne sait ni lire ni écrire. Et on apprendra que lorsqu'il était enfant, lors d'une sortie scolaire, il a peut-être eu un coma à cause d'un gaz nocif. En tout cas, il a des dons et il a particulièrement le don de parler aux chats. Alors c'est extrêmement beau parce que c'est une séquence où il va y avoir des acteurs qui vont interpréter des chats et on en a beaucoup. Il y a le gros chat noir, le gros chat blanc, Mimi la bohème et un petit chat interprété par un comédien de petite taille. Alors mais ce qui est beau dans ce spectacle, ce qui est époustouflant, eh bien, c'est la scénographie du metteur en scène de Yukio Ninagawa, parce qu'il a pensé à des sortes de boîtes transparentes, structures mobiles. Il y aura de nombreux techniciens qui vont les animer, et c'est un vrai ballet de structure. Et là-dedans, eh bien, il présente bien sûr les éléments du décor, mais les scènes aussi sont jouées. C'est comme ça qu'on a un prologue anticipatif où on va avoir chaque élément du décor, et je me souviens que dans une des boîtes, on voit le protagoniste principal, jeune garçon dans la position de fœtus, et une autre vitrine où c'est une jeune fille en robe bleue qu'on entendra plus tard chanter. C'est toujours extrêmement beau, de la lumière qui descend des cintres, une musique symphonique avec des claquements, c'est une succession de tableaux éblouissants de magie, et en fait la scénographie nous permet de passer assez facilement du réel à l'imaginaire, et c'est cette scénographie qui, j'ai envie de dire, rythme la narration. Le découpage est très beau parce que c'est un roman, mais tel que c'est découpé, eh bien, on va de surprise en surprise dans la narration. Je comprends pourquoi Wajdi Mouawad l'a programmé au théâtre de la Colline. Vous savez qu'il est intéressé par la tragédie grecque, et là, eh bien, on reprend un peu le mythe d'Oedipe, puisque ce jeune garçon va rencontrer une bibliothécaire. Il fait l'hypothèse qu'il s'agit de sa mère. Il va coucher avec elle, mais son père est mort. Donc, j'ai parlé très peu de ce spectacle, tellement il est foisonnant,
brillant. On a la magie du conte, la profondeur du conte philosophique mais fantastique. C'est du baroque, et j'ai envie de dire que l'idée de ces vitrines de musée correspond peut-être au souffle de l'écriture de l'auteur. Et c'est au Théâtre de la Colline jusqu'au 23. André, encore du théâtre, encore une adaptation du roman. Oui, on espère que c'est encore du théâtre quand même. Oui. Alors, le quatrième, parce que sinon non, mais du théâtre embêtant. dont on parle. Alors, quatrième mur, on avait déjà vu une adaptation il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'Antigone 82, qui était une adaptation également du quatrième mur de Sorge Chalandon. Sorge Chalandon, c'est un journaliste qui, d'après son expérience de reportage au Liban, a écrit ce fameux quatrième mur, qui est l'histoire donc de comme quelqu'un qui veut aller monter Antigone au Liban. Et donc les difficultés que ça a de faire intervenir tous les protagonistes, aussi bien les Druzes que les chrétiens maronites, que les chiites, etc. Enfin toutes ces personnes qui ne s'entendent pas forcément et qui ont même beaucoup à... Alors, voilà, donc Antigone 82, c'était avec une pléiade d'acteurs, il y avait presque une dizaine d'acteurs. Là, c'est quelqu'un tout seul. Alors, c'est un spectacle que j'aurais pu voir auparavant, puisque je crois qu'il a été plus ou moins créé à Avignon, dans le Havre d'Avignon en 2017. Mais évidemment, on passe à côté de beaucoup de choses. Et donc là, je suis allé le voir au Théâtre des Déchargeurs. C'est donc Julien Blétrache qui joue à lui tout seul tous les rôles de ce spectacle. Et donc je dois dire que j'avais pas trop apprécié l'adaptation que j'avais trouvé limite qui avait été faite à l'épée de bois, Antigone 82, et là au contraire je me suis laissé prendre par ce personnage qui raconte. Il est le personnage principal, le narrateur, celui sans doute qu'il y a dans le roman, mais de temps en temps il laisse la parole au chauffeur, il laisse la parole à Antigone, enfin aux différents acteurs, mais c'est un texte terrible puisque ça débouche sur Chabra et Chatila, et que donc il va complètement, ce narrateur va déjanter complètement. Enfin, il va passer de l'autre côté. Il va passer de l'autre côté du quatrième mur, si on peut dire, parce qu'il y a le quatrième mur, ça désigne quelque chose au théâtre. C'est ce qu'il y a entre les spectateurs et les acteurs. Mais il y a peut-être aussi un quatrième mur qui est celui de la guerre, de la violence qu'on peut franchir quand on est soumis à certaines pressions. Donc il y a tout un travail que j'ai bien aimé également en ce qui concerne le décor, la scénographie, qui est pas toujours tout de suite visible, parce que il y a un moment donné, il accroche des panneaux blancs au mur, mais on verra qu'avec certaines lumières, elles vont se révéler autrement. Donc c'est un spectacle qui moi m'a touché, en tout cas m'a ému, que j'ai trouvé bien fait, et qu'on peut voir donc au Déchargeur jusqu'au 2 mars. Alors, d'un certain Jean-Baptiste Poquelin, autrement dit Molière, Le Malade imaginaire, c'est une affaire Auteuil. Ça, avec Daniel Auteuil peut-être, en tout cas mise en scène de Daniel Auteuil, et je vois qu'il y a Aurore Auteuil. Bien sûr, et puis il y a Daniel Auteuil qui joue Argan, le malade imaginaire. Il y a de très beaux éléments positifs dans ce spectacle. Il y a un prologue qui est très frais, très joli. C'est la petite Louison qui va nous donner une chanson. Il y a une fin, alors une fin qui est magnifique, parce que c'est la scène où le malade imaginaire, Argan, va être intronisé médecin, et là, Daniel Auteuil a eu l'idée de se référer au personnage de la Commedia dell'arte. Donc on va avoir Polichinelle, on va avoir Brighella et tous les autres. C'est extrêmement pictural, c'est comme un tableau façon Ensor, parce qu'ils sont un petit peu grimaçants. Le décor aussi
très beau, une couleur un peu orangée. Il y a quelque chose un peu de vieilli dans ce décor. On sent bien que dans cette maison du malade imaginaire, il se passe quelque chose qui n'est pas très ordinaire. C'est un décor de Jean-Paul Chambaz. Les costumes aussi, très beau travail du costumier ou de la costumière. Par exemple, Béline, la nouvelle femme d'Argan, elle va venir avec un bonnet à poil, une tenue extrêmement élégante. Et là, on comprend qu'elle est frivole, qu'elle en a pour son argent. J'ai beaucoup aimé aussi les diafoirus. Ils sont médicalement très propres et justement, là, on peut soupçonner quelque chose de leur compétence. C'est Jean-Marie Gallet et Gaël Cotta qui les interprètent. Bon, je n'ai pas beaucoup ri, mais peu importe. Je pense que Daniel Auteuil a pris un parti pris un peu plus grave, un peu plus sérieux. Il est un bourgeois, un malade imaginaire. N'empêche pas qu'il soit peut-être oui, bourgeois. c'est aussi un bourgeois d'ailleurs, mais il a l'air complètement dépassé par son aspect hypocondriaque. On est peut-être dans la phase terminale. C'est plus, j'ai trouvé, un drame bourgeois que quelque chose de farcesque. On a de l'empathie pour lui, on le considère un peu comme pitoyable. Donc je dirais que c'est une comédie plus psychologique que plus réaliste que farcesque. Par contre, j'ai eu un petit problème avec Toinette. Je l'ai beaucoup aimée lorsqu'elle est dans la polémique, dans l'argumentation, mais j'ai trouvé qu'elle avait un problème de diction, qu'elle parlait un petit peu trop vite. J'aurais une petite réserve aussi pour Bérald, qui est le frère d'Argan, mais quant aux autres comédiens, ils sont tous parfaits. Je ne sais pas si cette mise en scène restera dans l'histoire du théâtre, mais je crois que si, grâce au tableau final, et on risque de voir l'image de ce tableau final dans les manuels de français pour illustrer ce qu'est le travail de mise en scène. Cela se donne au Théâtre de Paris. Daniel Auteuil en a fait la mise en scène. Eh bien, on continue avec Orphée. Orphée, donc on connaît le film de Cocteau, mais ici, donc c'est sa pièce, mise en scène de César Duminil. Alors, Orphée, c'est Eurydice, c'est le fait de la laisser partir aux enfers et ensuite d'essayer de la récupérer, mais ça c'est revisité par Cocteau qui nous met dans une histoire de couple et d'amour, mais d'amour qui se ternit par les habitudes et finalement Orphée y est pour quelque chose si Eurydice disparaît. Alors j'ai beaucoup aimé la scénographie qui est un peu la Cocteau d'une certaine manière, dans les blancs comme ça clairs avec des petites tables très fines avec quelque chose de peint et puis j'ai trouvé que les costumes alors que de Blanche Abel étaient formidables. Il y a très très beaux costumes. J'ai trouvé aussi que les physiques des différents comédiens, notamment Hugo Pacito qui fait Raphaël ou le greffier, ou bien William Lotio qui fait la mort. Enfin bon, les comédiens aussi, j'ai trouvé que parfois ils ont des physiques absolument époustouflants qui m'ont bien plu. Et puis voilà, il y a quelque chose qui moi m'a moins satisfait, c'est le registre, parce que on est plus dans le comique, je pense. Alors, c'est une comédie, bien sûr, mais je pense que à un moment donné, si je vois bien Cocteau, il y a aussi de la poésie. Il y a aussi quelque chose qui est, il y a de l'ironie évidemment. Hortebise, on se rappelle du film. Il y a quelque chose de contemporain, quelque chose de moderne, mais c'est pas un vaudeville. C'est quelque chose de plus grave, je crois, que cet Orphée de Cocteau. Et ici, je le trouve un peu trop tiré vers le vaudeville, et ça m'a donc un peu gêné parce que je savais pas trop. Enfin, j'étais pas complètement convaincu du coup par l'histoire. Et voilà. Donc voilà. En tout cas, il y a des très belles choses dans ce spectacle que vous pouvez donc voir au Lucernaire, Orphée, donc de Jean Cocteau, mise en scène de César Duminil.
André, tu nous parles du paradoxe des jumeaux. Oui, que j'ai vu au théâtre de la Reine Blanche, qui est un peu spécialisé, grâce à ses directrices, sur côté scientifique. Parce que le paradoxe des jumeaux, ça nous conte l'histoire de Marie Curie. Donc c'est un texte de Jean-Louis Boer avec Elisabeth Bouchot. Il y a Sabine Hautepin qui joue le rôle d'une amie de Marie Curie. Il y a Karim Kadjar également. Et donc ça nous raconte une histoire d'amour qui est arrivée effectivement à Marie Curie après qu'elle a perdu son mari. Hein. Donc elle a déjà eu un premier prix Nobel, hein, et donc elle va ici, elle est en voie d'avoir le second. Et donc on a cette histoire d'amour avec un grand scientifique également qui lui justement c'est lui qui va faire le paradoxe des jumeaux, hein, et qui a le fameux paradoxe sur l'espace-temps. Hein, on sait très bien que le problème, c'est Langevin, Paul Langevin, donc qui dit, écoute, s'il y a un jumeau qui s'en va et qui va faire un grand voyage proche de la vitesse de la lumière, alors quand il revient, eh bien, il n'aura pas le même âge que son jumeau. Hein, c'est ça le paradoxe des jumeaux. Bon, alors tout ça est beau et bien intéressant, mais j'ai trouvé qu'il y avait un tel décalage entre cette petite histoire d'amour finalement très banale. Et puis, ce que peut être l'intérêt scientifique de Marie Curie, quand même, que j'ai trouvé ça un peu désappointant. Et puis, je dirais que le tempo est quand même assez ralenti. Donc, je sais pas, voilà, j'ai pas très bien saisi l'intérêt complètement. Enfin, moi, j'aurais voulu que la science apparaisse davantage, soit plus, vulgarisée que ça. Là, à part le fait qu'on sait qu'il s'appelle Langevin l'un, Curie l'autre, et puis quand même qu'ils nous font ce paradoxe, à part ça, bon, hein, on reste un peu sur notre fin. Voilà. Donc c'est au théâtre de la Reine Blanche, le paradoxe des jumeaux. Et toi, tu vas nous parler, Chantal, de Mademoiselle Molière. Qui se donne au théâtre Rive Gauche, est un texte de Gérard Savoisier. Bien, alors on est en 1661, après le succès des Précieuses ridicules, Jean-Baptiste Poquelin va devenir Molière, et la même année, il décide de quitter Madeleine Béjart et pour épouser la fille de Madeleine, Armande. Donc Gérard Savoisien va imaginer le moment où Molière doit annoncer à Armande ce choix. Alors comment va-t-elle le recevoir? Ils se sont beaucoup aimés, ces deux-là, on le comprend très bien. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est l'expression d'un couple en crise, dans son intimité, donc forcément il y a un petit peu de théâtre miroir, et c'est extrêmement bien interprété par Anne Bouvier et Christophe de Mareuil. On ne se pose aucune question quant à leur personnage, on y croit immédiatement. On croit à leur situation, ils sont dans le plus grand naturel et dans la plus grande sincérité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le texte, on n'est pas dans la hargne, il y a comme ça de petites références à la complicité sentimentale, amoureuse et artistique entre ces deux-là, parce qu'ils ont vécu quand même une grande aventure théâtrale. On ne verra jamais Armande, elle est figurée par une robe sur un mannequin d'osier, ça c'est extrêmement joli. Arnaud Denis a rajouté quelques extraits de pièces de Molière, et puis il nous fait croire à une salle de spectacle. À un moment donné, on voit Molière de dos, et avec un travail sur la lumière, on a l'impression d'être à l'issue d'un spectacle. Alors moi, je me suis amusée, je pense que les spectateurs le font, à penser au spectacle ultérieur de Molière et peut-être avoir des explications de ses choix thématiques et scénographiques par sa vie sentimentale un peu mouvementée. Cela se donne au théâtre Rive Gauche. André, on finit avec Maradona.
C'est moi à Belleville. Oui, et voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, et c'est ça qui m'a plu. C'est librement inspiré du texte d'Alicia Dujon-Ortiz. Hein. Donc deux actrices sur scène, hein, Julie Roux et Clémence Azincourt, mise en scène par Étienne Duro. Deux actrices, donc deux personnages, une qui est argentine, qui a fui la dictature et qui est à Naples et qui questionne cette relation très très spéciale de la ville de Naples avec Maradona. Une relation d'amour, mais aussi de rejet également. Enfin, cette emprise du football d'une part et cette emprise de Maradona, mais en même temps un Maradona peut-être corrompu, un Maradona drogué, etc. Tout cela avec effectivement la politique italienne. Tout cela est fort intéressant et surtout ce qui m'a intéressé, c'est la modernité, vraiment le parti pris scénographique et musical, parce que il faut dire que la musique ici a une place prépondérante. Il y a un orchestre, hein, enfin 3 ou 4 musiciens. C'est The Mother of Love, hein, El Indio, cet orchestre-là qui nous joue de la musique, qui va vraiment faire le tempo, faire les rythmes et créer cette donnée qui fait de cette mythologie, parce qu'au fond c'est un récit mythique, hein, avec au niveau scénographique des choses qui sont extrêmement stylisées, hein, avec un portrait de Maradona. À un moment donné, on croit qu'on est dans un enterrement, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, il y a des rituels, il y a tout cela qui donne à cette mise en scène quelque chose de très original, c'est de très contemporain. Bon, et comme toutes les choses un tout petit peu neuves, comme ça, c'est pas évident. Mais moi, ça m'a beaucoup séduit par son originalité, par sa modernité, par ce jeu des deux actrices. Donc, je conseille très vivement, si on aime le théâtre et puis si on aime surtout un peu la nouveauté au théâtre, hein, si on voit, parce que finalement c'est rare des propositions différentes. Hein. On ronronne au théâtre. Hein. Alors c'est la mode de la vidéo, c'est la mode de ceci, c'est la mode de cela. Là non, c'est pas de la vidéo, c'est à un autre niveau que ça se joue. Ça se joue entre le jeu et le récit, entre la mythologie et la réalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très particulier et qui est très intéressant. Donc moi, j'encourage à aller voir ce Maradona, c'est moi. Hein, c'est au théâtre de Belleville. Alors, nous vous avons parlé également, Chantal. Bon, de Kafka sur le rivage, c'est non, on fait dans l'autre sens. D'accord. De Mademoiselle Molière. Alors, de Mademoiselle Molière, que l'on peut voir au théâtre Rive Gauche, c'est un texte de Gérard Savoisien et c'est une mise en scène d'Arnaud Denis. Orphée, je vais d'abord parler ensuite parler du paradoxe des jumeaux. C'est au théâtre de la Reine Blanche, texte Jean-Louis Boer, Elisabeth Bouchot, voilà, mise en scène Bernadette Le Sachet. Et puis Orphée, c'est au théâtre, rappelle-moi Chantal, c'est moi qui Lucernaire. Au Lucernaire, hein. Et c'est donc de Jean Cocteau, mise en scène de César Duminil. Au Théâtre de Paris, Le Malade imaginaire, dans la mise en scène de Daniel Auteuil. Le 4e mur, ça c'est le roman de Sorge Chalandon et c'est donc joué par Julien Bleitrache. Et un très grand moment de théâtre pour moi, Kafka sur le rivage, d'après Haruki Murakami, et c'est une mise en scène de Yukio Ninagawa. Alors, n'oubliez pas, ou en tout cas, vous pouvez retrouver les émissions et même les émissions en format vidéo sur notre site jdsn.fr. Donc, vous cliquez 2 fois sur les images de jdsn.fr et vous allez nous retrouver en chair et en os. Et nous, on se retrouve, non, peut-être pas la semaine prochaine parce qu'on fait une petite pause, comme un peu les théâtres d'ailleurs, hein, faut le dire, mais la semaine suivante. Voilà, donc bonne quinzaine dramatique et donc théâtrale. Au revoir.